Voilà, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Alors, vu qu'on parle de problèmes rares, est-ce que quelqu'un d'entre vous pense que les antibiotiques donnent des complications neurologiques? Levez la main. Waouh! Vous voyez que j'ai changé le titre, j'ai enlevé le point d'interrogation, j'ai mis 3 points exclamatifs. C'est évidemment un point de vue très personnel. J'essaie de vous convaincre de ce point-là. Donc, le problème est assez simple à commencer. On donne des antibiotiques à la grosse majorité d'innovations en réanimation. Et comme toute intervention qu'on donne, évidemment, on essaie de traiter l'infection sous-jacente, mais on sait que comme toute molécule, comme toute intervention thérapeutique, il peut avoir des effets secondaires. Alors, il y a effectivement des antibiotiques qu'on connaît ont des effets neurotoxiques et surtout des effets toxiques au niveau du système nerveux périphérique. L'exemple classique, c'est les aminosides, la toxicité au niveau de l'oreille, au niveau des nerfs périphériques. Je vous ai mis une liste qui est sûrement non exhaustive de ce qui sont les effets secondaires au niveau du système nerveux central et périphérique associés à différentes molécules. Alors, je vous ai mis en orange les quinolones et les métronidazoles parce qu'il existe dans la littérature des cas décrits de toxicité neurologique centrale, décrits comme encéphalopathie, c'est en général du terme, associés à ces molécules-là. Mais comme vous voyez, le nombre de cas rapportés par rapport au nombre de patients qui sont traités dans l'empathie tous les jours, c'est évidemment quelque chose d'extrêmement rare. Alors, c'est une liste que j'ai essayé de faire, que j'ai pris d'une revue de littérature très bien faite, qui essaie en fait de résumer quels sont les facteurs de risque qui associent une toxicité neurologique potentielle d'un antibiotique avec des manifestations cliniques chez les patients. Évidemment, il y a surtout toujours des facteurs génétiques et des facteurs qui sont difficiles à mesurer. Je pense que ce qui est très important, c'est que vous voyez effectivement, l'antibiotique doit pénétrer de la circulation sanguine au cerveau. Donc, il est clair que l'état de la barrière métaméningée est très important pour définir ce passage de la circulation au tissu. Parce qu'il faut évidemment qu'il y ait des antibiotiques dans le cerveau pour qu'il y ait des effets secondaires. Un autre point important, et je vais revenir après, c'est évidemment les données pharmacocinétiques. On choisit une stratégie de 1 gramme de méropenem 3 fois par jour parce que c'est des doses bien validées dans le sujet tout venant, pas très malade. Mais il existe, vous avez vu le tableau de Romain tout à l'heure, des anomalies pharmacocinétiques qui vont altérer les taux d'antibiotiques circulants. La plupart des patients sont vers le bas, dans la phase initiale, mais il peut y avoir des patients qui accumulent, surtout pour les molécules éliminées par le rein. On peut avoir une accumulation quand on traite depuis 4 à 5 jours. Tout ça peut avoir des effets secondaires. Alors évidemment, c'est très important, le route d'administration, ça ne pose pas de problème à l'usine parce qu'ils reçoivent tous par voie intraveineuse. L'état nutritionnel, alors certains disent parce que c'est le lien protéinique, certains disent parce que c'est un reflet de la gravité de la pathologie. C'est aussi un facteur qu'on retrouve régulièrement étant associé à des toxicités neurologiques des antibiotiques. Alors quand on regarde les bêta-lactames, évidemment, c'est sur là que je vais m'en centrer le plus, eh bien les bêta-lactames sont nettement considérés comme des antibiotiques safe. Ils ont un spectre thérapeutique très large, on peut les donner, ils sont très efficaces, très bactéricides, il y a très peu d'effets secondaires. Quand on regarde aussi la littérature expérimentale, il y a même des papiers qui montrent que la ceftriaxone, par exemple, donné dans différents modèles expérimentaux de lésions cérébrales, eh bien, elle est capable de moduler le réuptake de glutamate, et donc il y a même des effets sur l'excytotoxicité, il y a même des effets protecteurs au niveau du cerveau. C'est très important parce que quand on voit la littérature, tous les antibiotiques, on voit le côté expérimental, on peut parfois faire des résultats extrêmement controversés. Alors, il est vrai que quand on voit la littérature clinique, il existe plusieurs cas rapportés de toxicité neurologique associée au bêta-lactame. Alors, je vous ai mis une liste sûrement non exhaustive. Il existe très peu de cas associés au piptazo. Il existe, la plupart des cas sont associés aux céphalosporines de 3e et 4e génération. Donc, surtout la cefepime, mais aussi la ceftazidime, pas mal. Alors, il existe pas mal de cas rapportés de toxicité neurologique au carbapénem. Le plus important semble être pour l'imipenem. Par exemple, dans mon hôpital, on considère que l'imipenem a plus ou moins la même équivalence que le méropenem et l'oripenem. On utilise plus de l'imipenem depuis des années, justement parce que c'est vraiment la même efficacité. Et c'est écrit dans la littérature, des risques de complications neurologiques plus élevés que par exemple le méropenem, où là le risque épileptique c'est inférieur à 1%. Donc ça c'est quand même assez important à savoir. Alors comment le bêta-lactame donne des problèmes de toxicité neurologique? Alors il y a une inhibition qui est bien démontrée au niveau expérimental, au niveau du récepteur GABA, au niveau central, spécifiquement au niveau de la courante du chlore, donc qui joue évidemment sur le potentiel de membrane. Ce qu'il arrive, c'est qu'évidemment, le lien avec ce récepteur altère le flux de chlore à l'intérieur de la cellule, induit une hyperexcitabilité au niveau du neurone, et donc dépolarise la membrane postsynaptique. Et ce qui se passe de façon très simple, c'est que ça baisse le seuil épileptogène. Chez quelqu'un qui prend des bêta-lactames, n'importe lequel à la maison, pneumonie à pneumocoque, qui est parfaitement bien portant, et qui prend ça à la maison, ça peut poser pas beaucoup de soucis. Mais si vous avez n'importe quelle autre raison, comme ça arrive souvent en réanimation, d'avoir un sepsis
qui est per se une cause de problème neurologique, ou une autre pathologie qui peut davantage attaquer le cerveau, eh bien, ces seuils pétogènes qui se baissent peuvent favoriser la toxicité des bêta-lactames. Alors, il existe une différence parmi les molécules, qui peut-être peut expliquer pourquoi il y a beaucoup plus de cas rapportés pour cefepime, ceftazidime que pour les autres. C'est la façon dans laquelle ces molécules se lient au niveau du récepteur GABA. On peut avoir un effet qui est compétitif et non compétitif. Évidemment, quand c'est compétitif, ça dépend des taux circulants, par exemple pour les piptazoles et méropenem, alors que pour le céphalosporine, c'est un effet non compétitif. Donc, il peut y avoir des effets toxiques des céphalosporines au niveau du système nerveux central parce qu'il se lie au niveau des récepteurs GABA, qui est indépendant, qui peuvent survenir aussi par des taux circulants qui sont presque dans la norme. Alors, ce qu'on a appris aussi des modèles animaux, c'est que pas toutes les molécules sont les mêmes. Et par exemple, pourquoi l'imipenem est plus neurotoxique que le méropenem? Eh bien, ça dépend, ici à droite, de la structure du carbapenem et spécifiquement de la substitution du deuxième atome de carbone. La plus la chaîne elle est simple, le plus le risque de toxicité cérébrale est élevé. Et vous voyez ici l'imipenem en haut et en bas le méropenem et les autres molécules. L'imipenem a la structure la plus simple, ce qui explique pourquoi il y a une meilleure interaction avec les récepteurs du GABA et un risque plus élevé de toxicité neurologique. Ce qu'on a appris aussi, je pense que c'est le plus important, c'est que pour que la molécule soit toxique au niveau du système nerveux central, il faut qu'elle pénètre dans le cerveau. Il ne va pas avoir simplement un taux élevé dans le sang, il faut que cet antibiotique puisse arriver dans le tissu cible, le cerveau, et puisse, par des taux très élevés, induire une certaine toxicité. Donc on insiste sur plusieurs résidus animaux pour l'importance d'avoir des taux élevés dans le liquide céphalorachidien d'antibiotiques pour expliquer les toxicités neurologiques. Alors c'est un truc qui est assez intéressant à voir dans la littérature. Si vous voulez aujourd'hui aller au laboratoire et avoir un modèle extrêmement bien reproductible et extrêmement grave de l'épilepsie au labo, il suffit d'injecter au niveau du ventricule cérébral de l'animal des pénicillines. C'est la meilleure façon d'induire une épilepsie au niveau expérimental. Pour dire qu'il existe effectivement un lien entre le taux très élevé de bêta-lactame, pénicilline, piptazo et même les carbapenem, avec un risque de toxicité neurologique. Alors, quand on regarde au niveau clinique, il existe évidemment différents papiers. C'est un résumé de la littérature qui vous montre comment, au niveau clinique, ce n'est pas toujours évident d'identifier ce problème. C'est une revue de plusieurs cas, plus de 50 cas traités par céphalosporine, pour lesquels vous voyez la plupart des manifestations cliniques étaient dans 90% des cas de confusion. Et le délai entre les symptômes et le début des traitements antibiotiques et les symptômes était autour de 5 jours. Pour montrer bien qu'il y a toujours un certain délai vraiment nécessaire à l'accumulation de la molécule, à la pénétration au niveau du système nerveux central. Et vous voyez que le facteur de risque dans le cas spécifique était quoi? Était le fait d'avoir un problème neurologique préexistant, par exemple un trauma crânien, un AVC, et une insuffisance rénale qui s'associe à l'accumulation de la molécule. Chez nous, on a même regardé la différence entre le cefepime et le méropenem dans les patients tout venant de l'hôpital. C'est une étude qui a apporté, vous voyez, sur des milliers de malades qui avaient un monitoring d'EEG, qui en même temps recevaient cefepime ou méropenem. Un cohorte très limité, parce qu'autour de 130 malades. Vous voyez que le fait d'être sous cefepime, pour la même, disons, sévérité des groupes, est associé 5 fois plus à un risque élevé d'avoir des problèmes neurologiques associés à l'administration de l'antibiotique. Et ce qui est très important dans ce papier, vous voyez ici en bas, c'est que seulement 5 patients sur 14 qui recevaient la cefepime avaient un problème rénal évident. Donc il y avait des problèmes neurologiques associés à la cefepime qui survenaient chez des gens qui avaient aussi une fonction rénale normale. Alors qu'est-ce qui se passe dans le malade de soins intensifs? C'est que du coup, quand on a... Ça, c'est une espèce de résumé. En rouge, vous avez, si vous voyez, les taux d'antibiotiques en fonction de la CMI. Donc, en rouge, c'est le seuil d'efficacité. Et en vert, c'est le potentiel de toxicité neurologique. Normalement, quand on donne des antibiotiques aux patients tout venant, on est dans cette zone-là. On est dans une zone franchement safe, on est bien efficace, on tue la bactérie, on est loin de tous les effets secondaires potentiels. Aux soins intensifs, en réanimation, on a évidemment un problème initial lié au fait qu'on donne des antibiotiques avec une pharmacocinétique altérée. Tout ça s'associe souvent à des taux initiaux d'antibiotiques qui sont plus bas de ce qu'on voudrait avoir. Donc on est très proche de la CMI, on risque d'être sous-thérapeutique. Et surtout, les germes qu'on est occupé à traiter ont des CMI de plus en plus élevés. Donc si on donne des taux d'antibiotiques, des doses d'antibiotiques comme on fait d'habitude, on risque d'être infrathérapeutique, au moins pour traiter les germes plus difficiles à traiter. Donc ce qu'on fait d'habitude, c'est que dans beaucoup de systèmes de soins intensifs, de réanimation, on donne des doses plus élevées d'antibiotiques, justement pour passer à travers ce problème et obtenir des taux d'antibiotiques suffisamment élevés pour traiter le pathogène. Donc on veut être évidemment efficace. Ce qui se passe, évidemment, on s'approche de ce risque potentiel de toxicité neurologique, et si le patient a un problème neurologique préalable qui donc baisse la seuil de toxicité, bien on se trouve dans la possibilité que des taux qui sont à la fois efficaces pour traiter un certain pathogène difficile à traiter puissent être associés à des effets secondaires.
Et c'est quelque chose qu'on fait fréquemment parce que quand on voit le nombre de patients dans lesquels, quand on mesure les taux d'antibiotiques, on est obligé à augmenter la dose, c'est une étude australienne, un patient sur deux pour les REA qui monitorent les taux d'antibiotiques a nécessité d'avoir une augmentation des taux d'antibiotiques qu'on donne. Alors, quand on regarde l'association entre le taux d'antibiotiques et la toxicité neurologique, je pense que c'est le message le plus important, parce que dire qu'une toxicité liée à l'antibiotique, il faut quand même qu'il y ait des taux circulants élevés. Eh bien, il y a quelques papiers dans les malades non de réanimation, c'est les patients en neutropénie fébrile. Vous voyez ici sur la droite une courbe qui met en relation en fait le risque de toxicité neurologique et la vallée de cefepime, c'est-à-dire la concentration qu'on mesure avant la dose suivante. Vous voyez qu'effectivement, le plus les taux de cefepime sont élevés, ici, le plus des risques de toxicité augmentent. Et quand on dépasse les 30 mg par litre, qui est déjà une solide concentration, il y a un risque, la probabilité d'avoir un problème neurologique est 95% dans ces malades-là. Et cette étude de réanimation faite en Suisse, qui est une étude de pharmacocinétique purement, dose de cefepime, la première dose, et aussi listate au 3e jour. Il y a 2 malades qui ont des taux de cefepime qui dépassent les 20, et ces 2 malades-là ont des problèmes de convulsions, d'épilepsie, de problèmes neurologiques. Donc, c'est une étude, encore une fois, pas faite pour le problème, mais qui associe des taux élevés d'antibiotiques au développement des problèmes neurologiques associés. Alors, je peux vous présenter tous les case reports. Le message principal est que toutes les études dans la littérature qui associent des taux d'antibiotiques élevés à un problème neurologique, c'est évidemment des case reports. Avoir une valeur à 8, 10, 25, 35 vous dit qu'effectivement, c'est des taux relativement élevés et qu'elle malade a un risque pour, mais ça ne vous dit pas du tout des liens cause-effet avec le fait que le taux élevé d'antibiotiques puisse être toxique pour certains patients. Et c'est exactement ce qui manque. On manque de données sur les cohortes larges, des mesures d'antibiotiques à un temps bien établi, et le fait qu'on puisse évidemment corréler les données cliniques, les données de l'antibiothérapie, avec l'élimination des facteurs confondants. Donc on a effectivement fait une étude qui vient de sortir sous Minerva en 2014, une étude rétrospective chez nous. On a fait chez nous parce qu'on a l'habitude de doser presque en routine les bêta-lactams pour la plupart des patients. Sur une période de 2 ans, on a inclus tous les patients qui avaient un sepsis, qui recevaient au moins une de ces 4 molécules, méropenem, piptazo, ceftazidime et cefepime, et qui avaient eu, dans leur séjour en réanimation, au moins une mesure des taux circulants d'antibiotiques. Et c'est qu'on a regardé, donc on a mesuré la vallée, je vous ai dit, c'est la concentration de la molécule avant la dose suivante, c'est-à-dire cette concentration-là, avant qu'on donne la dose suivante. Et on a donc divisé la concentration à la vallée par la CMI plus pseudomonas. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'évidemment, quand je donne 4 grammes de piptazo par rapport à 1 gramme de méropenem, le taux circulant à la vallée, c'est évidemment différent. La quantité de molécules est plus élevée que le piptazo pour le méropenem. Donc j'aurais du mal à comparer les molécules tous ensemble. Si je, par contre, normalise ce niveau de vallée par la CMI plus pseudomonas, qui sera plus élevé que le piptazo que pour le méropenem, ça me permet, si vous voulez, de normaliser à une valeur de base et donc comparer toutes les molécules, méropenem, céphalosporine et piptazo, dans un même groupe. C'est un artifice, si vous voulez, de modification pour pouvoir comparer toutes les mesures dans le même groupe. Évidemment, on a aussi regardé l'évaluation neurologique. Alors, je sais que c'est très limité, c'est une étude rétrospective. Le mieux qu'on avait, c'est un Glasgow pour tous les patients tous les jours. Donc, on a regardé si le Glasgow à l'admission et le Glasgow au moment où on mesurait les taux d'antibiotiques étaient différents ou pas. Donc, on a calculé donc un delta Glasgow, si vous voulez. Et donc, on a pu identifier une dégradation neurologique qui était classifiée en fonction d'une SOFA neurologique à l'admission neurologique. Donc, si on avait un patient qui se dégradait au niveau neurologique, on pouvait donc identifier ce qu'on appelle un neuroworsening par rapport à un autre groupe de patients qui n'avaient pas de dysfonction cérébrale, qui s'amélioraient, ou ceux qui étaient dans le coma qui ne s'amélioraient pas. Donc, le coma ou le problème neurologique était préalable au début des antibiotiques. Alors, c'est une population de 200 malades presque, 199, qui avaient un Apache à 17 et un Glasgow à l'admission à 15. La plupart d'entre eux n'avaient effectivement pas de problème évident au niveau neurologique à l'admission. Vous voyez, effectivement, c'est une population assez malade avec 30% de risque de mortalité. Et on avait, sous les 262 monitorings de bêta-lactam, on avait 94 épisodes de dégradation neurologique. Donc, quand même, quelque chose d'assez fréquent. Et alors, on a essayé de comparer s'il y avait des différences au moment de la mesure de la molécule de bêta-lactam entre les épisodes associés à un problème neurologique, dégradation neurologique, avec ceux qui n'avaient pas de problème de dégradation neurologique. Effectivement, il y a plusieurs différences. Bon, l'urée, la PCE2, la créatinine, la bilirubine. Ce que je veux mettre en évidence en rouge, c'est qu'effectivement, les épisodes où on mesurait des bêta-lactams et il y avait un problème neurologique étaient associés à des taux d'antibiotiques à la vallée plus élevés que dans le groupe de patients, dans lesquels les mesures d'antibiotiques n'étaient pas associées à des problèmes neurologiques. Bon, c'est une analyse univariée, ça vous dit peut-être un peu plus que les case reports tout à l'heure, mais ça ne reste pas toujours convaincant. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on prend par molécule, l'épisode de neuroworsening, de dégradation neurologique, n'était pas différent, donc on s'attendait à avoir plus de céphalosporine, c'est exactement le même, 30 à 35%, quoi que soit la molécule, céphalosporine, piptazo et méropenem.
Et alors ici, vous avez, dans les histogrammes, le pourcentage de neuroworsening en fonction de la vallée d'antibiotiques, avec différents ranges, moins que1 jusqu'à supérieur à 8. Et vous voyez effectivement, le plus le taux à la vallée augmente, il y a presque une relation linéaire, le plus le risque de problèmes neurologiques, développement de problèmes neurologiques augmente avec un P évidemment significatif. On a même enlevé les patients qui avaient un problème neurologique quelconque au préalable, et cette association, quand on met tous les molécules ensemble, reste toujours significative. Le plus la vallée d'antibiotiques est élevée, le plus le pourcentage de neuroworsening augmente. Ça reste évidemment une analyse univariée purement descriptive. Donc, comme la plupart de ces études rétrospectives avec un certain nombre de patients inclus, on a essayé évidemment d'affiner un peu l'analyse. Donc, on a essayé de faire une analyse multivariée en regardant quels sont les facteurs indépendants qui prédisent un neuroworsening dans cette population. Vous avez vu qu'il y a 199 patients, qu'il y a 262 analyses, donc il y a des malades qui ont été mesurés plusieurs fois. Donc, on a ajusté l'analyse par rapport aux patients analysés pour éviter que si un patient avait deux mesures, pour évidemment influencer les données finales. Et vous voyez effectivement qu'il y a 4 facteurs qui sortent comme étant indépendants de neuroworsening, la ventilation mécanique, la bilirubine et l'anesthésie, qui c'est assez logique, mais vous voyez que le taux d'antibiotiques reste indépendamment associé à un risque de réaction neurologique dans cette étude. Alors, évidemment, beaucoup d'entre vous diront, oui, mais ça c'est le problème neurologique, l'anesthésion, c'est la rétrospective, c'est le Glasgow, c'est pas terrible. Vous finissez, ces malades-là, ils ont un problème neurologique. L'antibiotique, tu nous as dit qu'il altère la barrière, le GABA récepteur. Il faut qu'il y ait des épilepsies, il faut qu'il y ait une donnée objective au niveau neurologique qui puisse montrer qu'effectivement, il y a une toxicité neurologique qui s'associe avec le problème des taux antibiotiques élevés. Donc, on a fait exactement la même analyse, mais sous une cohorte différente, 2012-2013. Le même principe que tout à l'heure, donc le même principe, on a des patients qui sont sous antibiotiques, qui mesure de bêta-lactam à la vallée, et en même temps, ils ont eu ou pas un EEG, qui donc nous permet d'associer à ce moment le taux d'antibiotiques avec le problème neurologique. Et donc, pour faire l'histoire assez courte, c'est la même présentation tout à l'heure. Vous avez en bas la valeur, donc le rapport entre la vallée d'antibiotiques et la CMI. Le plus ça augmente, ça va vers la droite. Ici, vous avez le pourcentage d'anomalies de l'EEG. L'anomalie de l'EEG ici, c'était épilepsie, ou ce qu'on appelle les JPET, c'est des charges périodiques généralisées qui sont associées au sepsis avec un mauvais pronostic. Et oui, effectivement, qu'on a 20% des patients au total qui ont des anomalies d'EEG, exactement comme dans la littérature médicale dans le malade septique, donc ce n'est pas plus, pas moins. Et encore une fois, dans cette étude, en univarié et en multivarié, plus le taux d'antibiotiques est élevé, plus vous avez un risque en univarié et puis de façon indépendante en multivarié d'avoir une toxicité neurologique, cette fois-ci sous l'EEG. Alors évidemment, il y a des limitations, ça je suis prêt à discuter avec vous de ce qui est l'analyse rétrospective, la définition qu'on a utilisée, évidemment le fait qu'on fait une analyse rétrospective est toujours des facteurs confondants, mais je pense que pour la première fois, on a essayé d'associer un niveau de bêta-lactam qui est un antibiotique considéré comme safe dans la pratique de tous les jours, trop élevé, avec un risque plus important d'une complication neurologique, soit purement clinique, soit une vraie anomalie EEG objectivée au niveau de l'analyse. Alors, quand y penser, quand on doit penser à complications liées au traitement dans le contexte de dysfonction cérébrale associée aux infections sévères, eh bien, je pense que chaque malade qui a une difficulté de réveil, qui est sous ces molécules-là, qui a un risque, un facteur de risque qui peut être l'âge, qui peut être la dysfonction rénale, qui peut être une pathologie neurologique préalable, doit avoir un monitoring. Évidemment, il y a rien de spécifique. Même léger ici. Est-ce que c'est léger dû aux antibiotiques ou pas? Je pense qu'on a une place, encore une fois, difficile à implémenter chez tout le monde, pour la mesure des taux circulants antibiotiques qui permet, en cas de taux très élevé, d'associer évidemment l'événement que vous mesurez avec la possibilité d'une toxicité liée à la drogue que vous administrez chez ces patients-là. Alors, comment on traite ces malades? Eh bien, si vous arrêtez la molécule, vous pensez qu'il y a un problème neurologique lié à la bêta-lactam, vous arrêtez le bêta-lactam. Dans la plupart des patients qui fonctionnent normal, la molécule sera éliminée au bout de 24-36 heures et le problème, il se limite tout seul. Il y a des patients qui ont clairement des épilepsies, donc c'est un peu difficile de dire je ne traite pas, j'attends que la molécule disparaisse. La plupart de ces patients reçoivent des traitements antiépileptiques. Juste, il faut que vous sachiez qu'il y a une interaction entre carbapénème et acide valproïque. Si vous essayez de traiter un patient intoxiqué ou potentiellement intoxiqué au pénème avec de l'acide valproïque, les taux nécessaires d'acide valproïque pour avoir des niveaux circulants adéquats à traiter ce malade sont beaucoup plus élevés parce qu'il y a une induction enzymatique qui fait que le métabolisme de l'acide valproïque est augmenté. Donc, si vous devez choisir une molécule, peut-être pas l'acide valproïque si vous suspectez une intoxication au pénème. Évidemment, il faut savoir aussi que c'est des molécules très hydrophiles. Et dans le cas où votre patient a un problème rénal bien démontré, eh bien, c'est des molécules qui peuvent être facilement éliminées ou assez facilement éliminées par l'hémofiltration, surtout l'hémofiltration au débit. Donc, dans la stratégie thérapeutique, il faut considérer la suspension de la molécule, le type de complications que nous avons au niveau du patient, épilepsie oui ou non, et le fait qu'on puisse éliminer de façon assez rapide. Donc, c'est un schéma
très personnel et ouvert évidemment aux discussions, de laquelle chaque fois qu'on a une suspicion de dysfonction cérébrale associée aux antibiotiques, évidemment, pour avoir la confirmation, il faut que vous mesurez. Si dans votre hôpital, vous ne mesurez pas, il y a sûrement des centres en France, comme partout, qui peuvent le faire. Parfois, c'est intéressant de prendre un dosage de bêta-lactam, l'envoyer au centre de référence et voir si effectivement, normal que vous avez suspecté un problème lié aux antibiotiques, les taux circulants sont extrêmement élevés ou pas. Si évidemment il y a une dysfonction cérébrale, ça dépend beaucoup de la sévérité. Un patient qui est confus, qui n'a pas d'anomalie des légers comme des épilepsies, on peut vous permettre d'arrêter de la molécule et voir l'évolution clinique. Mais s'il y a des épilepsies, je pense c'est nécessaire l'intervention thérapeutique. C'est que nous faisons chez nous, évidemment, on utilise beaucoup ces patients, c'est de remplacer la molécule et commencer assez rapidement l'hémofiltration, quoi qu'il soit la fonction rénale, pour éliminer au plus vite, évidemment, l'antibiotique circulant. Et donc, je pense que c'est une indication, enfin, je pense, c'est une possibilité thérapeutique qu'il faut considérer dans les patients les plus graves dans le coma avec clairement une épilepsie. Voilà. Je suis ouvert évidemment à vos questions.